Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode des Ambitieux du dimanche. Ça faisait maintenant quelques semaines qu'on n'avait pas fait de nouvel épisode. J'avais besoin d'un petit peu de temps pour recueillir 2-3 sujets intéressants parce que l'objectif, ce n'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Encore faut-il avoir des sujets à traiter. Donc au cours de cette vidéo, on va faire un premier point sur l'immobilier en ce qui concerne les débutants, parce que j'avais reçu une question très intéressante de Lohan de la chaîne L'épargne 2020. Je te passe le bonjour si tu regardes cette vidéo. C'était il y a déjà quelques semaines. J'avais un petit peu zappé cette question parce qu'à force de recevoir des commentaires, c'était passé un petit peu à travers les mailles du filet. Donc ça, cette question est très intéressante. On fera un premier point là-dessus pour vraiment voir comment rentrer dans le domaine de l'investissement immobilier quand on est débutant, parce que c'est parfois des choses qui sont un petit peu obscures, qui peuvent même faire peur. Donc on fera un point par rapport à ça. Ensuite, on fera un deuxième point sur tout ce qui est gestion du budget de manière générale et surtout comment faire en sorte d'atteindre des objectifs financiers élevés, parce qu'à un moment donné, on va forcément atteindre les limites du levier de réduction des dépenses. Donc on va voir sur quel levier il faut s'appuyer pour vraiment atteindre des objectifs financiers élevés. Ensuite, on fera un troisième point sur tout ce qui est l'importance de faire des pauses en fait. Je prendrai mon exemple personnel en vous expliquant ces dernières semaines comment ça s'est passé et l'importance parfois de relever la tête du guidon pour repartir ensuite du bon pied avec les idées claires. Donc ça, c'est important aussi de prendre ça en compte. Et enfin, quatrièmement, on fera un gros point sur tout ce qui est santé et comment tout marche ensemble en fait. La santé du corps, en fait, la santé physique, la santé psychologique et comment tout ceci rejaillit sur notre capacité à avoir les idées claires, à rendre concret nos projets, à vraiment être motivé chaque jour. On va voir que tout fonctionne ensemble. Je prendrai mon cas personnel parce que pour tout vous dire, je sors d'une arthroscopie du genou. Donc c'était au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier après-midi que j'ai subi cette intervention chirurgicale. Donc je vous ferai un petit point là-dessus. Mais je vous expliquerai surtout qu'est-ce que cela me permet de reprendre en compte, de prendre conscience, parce que c'est la deuxième fois que j'ai un petit problème physique entre l'année dernière et aujourd'hui. Donc on fera un petit point par rapport à ça pour vraiment montrer à quel point il faut ménager sa monture, il faut protéger son corps pour vraiment être capable d'aller loin, parce que le but du jeu, ce n'est pas d'être dans un sprint, mais d'être dans un véritable marathon. Quand on a des objectifs financiers élevés, c'est forcément quelque chose qui impacte sur la durée, donc il faut être capable de tenir le rythme. Donc c'est important pour ça de protéger son corps et son esprit. Avant d'attaquer cette vidéo, un grand merci à vous pour vos différents pouces en l'air sur chaque vidéo, pour vos différents commentaires, pour vos différents abonnements à la chaîne, parce que quand on voit le compteur d'abonnés monter, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui motive à continuer à faire des vidéos pour vraiment vous apporter le maximum de conseils pour prendre ensuite les meilleures décisions possibles. Donc un grand merci à vous. On attaque tout de suite cette vidéo avec une partie sur l'immobilier. Donc je reprends la question qui m'a été posée il y a un mois par Lohan de la chaîne L'épargne 2020 qui me dit « Salut Anthony, quel conseil tu donnerais à quelqu'un comme moi qui n'a jamais investi en immobilier ?» Donc il dit « J'ai simplement beaucoup lu sur le sujet. Du coup, je t'avoue être paumé et ne pas savoir par où attaquer. La ville où je vis est plutôt étudiante et un petit studio meublé pourrait être une bonne idée pour loger un étudiant. Mais je t'avouerai que de mon côté, alors que j'investis en bourse, l'immobilier me fait un peu flipper et j'arrive pas pour le moment à dépasser ce blocage. » Ça, c'est une excellente question parce que c'est vraiment un état d'esprit dans lequel se retrouvent beaucoup de personnes au moment d'investir pour la première fois en immobilier ou au moment d'avoir au moins cette idée d'investir, parce que c'est un domaine qui peut parfois faire peur, qui peut sembler un petit peu obscur parce que si on n'a pas de référence autour de soi de quelqu'un qui a déjà investi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc le meilleur conseil que je te donnerai, Lohan, et que je vous donnerai si vous êtes dans ce cas-là, c'est de vraiment ne pas en rester à la théorie en fait, c'est-à-dire la lecture de livres, le visionnage de vidéos, ce qui est déjà très bien, ça vous donne une bonne base, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller sur le concret, sur le terrain, rencontrer des agents immobiliers, discuter pour savoir un petit peu quel est le marché locatif de votre ville, comment se portent les différentes transactions, est-ce qu'on est sur un marché qui est haussier, baissier, est-ce qu'au niveau de la location, on est sur un marché tendu ou pas. Après, si vous avez l'occasion de discuter avec un notaire, ça peut être aussi très enrichissant. Si vous avez aussi l'occasion de rencontrer des artisans pour échanger avec eux, pour peut-être voir certains chantiers, pour vraiment acquérir certaines compétences, au moins pour savoir estimer les travaux, parce que ça, c'est vraiment important pour vous quand vous allez visiter un appartement ou une maison, de savoir chiffrer à peu près les travaux avant même que votre artisan ne vienne pour faire le devis, d'avoir cette notion dans la tête. Ça vous permet de tout de suite savoir à peu près quelle offre d'achat vous allez faire si vous êtes intéressé par ce logement. Ensuite, je vous conseillerais de rencontrer, si c'est possible, et de toute façon sur Internet, c'est possible, de discuter avec des investisseurs qui sont déjà sur ce domaine d'investissement immobilier pour voir un petit peu quelles sont les erreurs qu'ils ont commises, quelles sont les choses qu'ils auraient faites différemment. Donc là, je vous ai sélectionné
quelques petites questions justement à leur poser parce que c'est important de savoir quelles questions poser à ces personnes-là quand vous les rencontrez. Donc comme je vous ai dit, quelles sont les plus grosses erreurs que vous avez commises? Parce que ça, clairement, vous allez tout de suite prendre le maximum d'expérience. Quand quelqu'un vous explique les erreurs qu'elle a commis, tout de suite vous allez vous dire ok, je vais essayer de ne pas faire la même chose. Donc ça, c'est un gros capital d'expérience que vous allez avoir. Ensuite, posez la question: si tu devais tout recommencer, par quoi commencerais-tu? Parce que ça vous permet tout de suite de gagner du temps en partant tout de suite sur les bonnes stratégies. Ça vous évite de faire les petites erreurs au début qui vous font perdre du temps parce qu'au bout d'un moment, vous allez devoir rattraper le temps perdu. Et ça vous met dans une certaine urgence et parfois ça entraîne des mauvaises décisions. Et ensuite, je vous ai sélectionné une petite question, c'est quels sont les éléments que tu regardes en priorité lors d'une visite? Donc si vous rencontrez un investisseur, posez ces questions-là. Notamment la dernière question, ça vous permet de savoir sur quoi vous allez vous concentrer quand vous allez faire une visite parce que forcément, il y a énormément de choses à regarder. Il y a forcément des choses qui sont plus importantes que d'autres. Je vous donne un exemple. En ayant parlé avec Gilles Grimm, et il en dit de toute façon, il le dit souvent dans ses vidéos, un des trucs qu'il regarde en premier, en fait, c'est la ventilation d'un appartement ou d'une maison parce que le fait de ne pas avoir une ventilation efficace, forcément, ça entraîne plein de problèmes. Je vous redonne un exemple. En ce moment, dans un de mes appartements en colocation, j'en avais déjà parlé, mais on est encore sur ces problèmes de moisissures qui apparaissent parce qu'il n'y a pas de VMC. C'est un bâtiment des années 60. Il n'y avait pas de système de VMC à l'époque. Et c'est un gros problème parce qu'en plus, quand on commence à mettre des fenêtres en double vitrage, c'est encore plus compliqué parce que là, si on n'a pas de ventilation, c'est encore quelque chose qui peut augmenter cette apparition de moisissures. Donc là, je suis vraiment en train de chercher des solutions. Je suis en contact avec le syndic parce que forcément, si je fais une VMC, il faut demander l'ouverture d'un trou en façade. Le syndic m'a dit je ne sais pas si ça va être accepté par les autres copropriétaires, mais à un moment donné, je leur dis oui, mais il faut trouver une solution parce que si moi je suis bloqué avec cette solution-là et que de manière collective, on ne veut pas on veut pas monter quelque chose en place collectivement pour avoir un système de ventilation, on est bloqué en fait. Et moi, je ne peux pas me permettre d'avoir un appartement avec des moisissures qui apparaissent. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est vraiment les questions que je vous recommande de poser pour vraiment être dans le concret, pour vraiment faire en sorte d'apprendre encore plus qu'en restant juste sur de la théorie, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez augmenter le plus possible vos compétences pour pouvoir rapidement passer à l'action. Après, le but du jeu, c'est de ne pas non plus se poser 50 000 questions parce que, on en a déjà parlé, il y a des personnes qui passent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à se poser trop de questions et finalement qui ne passent jamais à l'action. Et entre-temps, elles ont parfois des personnes qu'elles connaissent qui sont, elles, passées à l'action. Et au bout d'un moment, on a tendance à finir avec des regrets. Donc c'est vraiment tout le truc à éviter. Donc allier à la fois théorie, pratique, essayez le plus possible de rencontrer des personnes qui sont déjà sur ce domaine d'investissement, comme quoi la force de l'entourage est hyper puissante. On a déjà fait une vidéo récemment par rapport à ça. Donc essayez de côtoyer ces personnes-là, même si c'est juste sur Internet. Saoulez-les de questions, n'hésitez pas à leur prendre la tête. Après voilà, on ne va pas se cacher, des fois vous allez tomber sur des personnes qui ne vont pas vouloir vous expliquer, qui ne vont pas vouloir répondre à vos questions, mais c'est pas grave, vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront vraiment ravies de partager leur expérience. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans cette chaîne avec mon expérience aujourd'hui avec 4 appartements, mais il y a des personnes qui sont plus avancées, qui ont encore plus d'expérience à partager. Je reprends l'exemple de Gilles Grimm, il a acheté plusieurs centaines d'appartements et quand on voit qu'aujourd'hui il fait des vidéos, quand je vois le nombre d'abonnés qu'il a, je me dis mais il devrait en avoir 10 ou 20 fois plus tellement c'est riche le contenu qu'il y a sur ces vidéos gratuites. Donc vraiment, je vous conseille d'allier théorie et pratique pour après éclaircir l'horizon et que ce soit un petit peu moins sombre, moins obscur le domaine de l'investissement immobilier. Et dernière chose, je vous conseillerais tout naturellement de sortir de votre zone de confort parce que peut-être qu'aujourd'hui dans cette zone de confort, vous vous sentez bien, mais peut-être que c'est compliqué pour vous d'aller rencontrer des agents immobiliers, peut-être que c'est compliqué pour vous d'aller discuter peut-être avec des personnes qui habitent dans tel ou tel bâtiment que vous convoitez parce que vous le trouvez super joli, peut-être que ce n'est pas votre nature. Je vous dis ça parce que moi, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi d'essayer de m'extérioriser parce que ce n'était pas ma nature profonde. Mais après, on est super fier de se dire « Ok, j'ai été capable d'aller au-delà de cette zone de confort. » Et de toute façon, plus vous sortez de cette zone de confort, plus vous l'élargissez, plus ces nouvelles choses que vous faites vont faire partie de votre nouvelle zone de confort. Et donc, ça va devenir de plus en plus simple de les faire. Donc ça, c'était vraiment mon premier conseil pour les débutants en immobilier qui se posent la question de savoir comment faire en sorte d'acquérir des compétences pour vraiment passer à l'action. Deuxième point de cette vidéo, on va partir sur tout ce qui touche au budget et surtout tout ce qui touche aux objectifs financiers élevés pour vraiment comprendre quel levier on doit actionner pour vraiment atteindre ces objectifs. Je vous donne mon cas personnel. Je me suis fixé l'objectif d'atteindre le plafond des versements du PEA de 150 000 € d'ici mes 40 ans. Donc là, j'ai 36 ans et demi. Je vais avoir 37 ans le 2 décembre précisément.
Donc là, il me reste un tout petit peu plus de 3 ans. J'ai fait le calcul. Ça équivaut à mettre 2800 € par mois sur mon PEA. Donc, c'est un objectif qui est clairement très ambitieux. Pour l'instant, je suis très loin de pouvoir mettre ce genre de somme sur mon PEA. Mais au moins, c'est un objectif qui est stimulant. Et en fait, ça va me pousser à me creuser la cervelle pour savoir comment faire en sorte, surtout, d'augmenter mes revenus. Parce que là, on a vraiment 2 leviers à disposition. Le levier de la réduction des dépenses, mais c'est un levier qui est limité parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas toujours dépenser moins. Au bout d'un moment, on arrive à un espèce de plafond. Et sinon, ça risque vraiment de jouer sur notre frustration au quotidien. Et de toute façon, même au niveau comptable, c'est forcément un levier qui est limité. De l'autre côté, vous avez le levier de l'augmentation des revenus et ce levier est potentiellement illimité. Alors après, bien évidemment, il faut se creuser la cervelle, il faut essayer de trouver des solutions pour avoir 1, 2 ou 3 compléments de revenus, peut-être créer un business à côté de votre travail salarié, on en a déjà parlé sur plein de vidéos, mais c'est important de vraiment se creuser la cervelle pour essayer de comprendre comment faire en sorte d'augmenter ses revenus parce que de toute façon, si vous n'actionnez pas ce levier-là, forcément, vous allez plafonner parce que, comme je l'ai dit, sur la réduction des dépenses, au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus. Donc, si on n'actionne pas ce levier d'augmentation des revenus, on reste à un espèce de statu quo. Donc ça, c'est vraiment important et je voulais vraiment vous en parler parce que cet état d'esprit de se donner un challenge élevé qui implique forcément d'augmenter ses revenus, je trouve que tout de suite, ça ouvre l'esprit, ça ouvre de nouveaux horizons, même si pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est quelque chose qui va forcément déboucher sur des idées. Alors peut-être que vous allez écarter certaines idées, mais au bout d'un moment, vous allez avoir 1 ou 2 ou 3 idées qui vont vraiment vous faire tilt et qui vont vous dire « Ok, ça, je pense que c'est un truc qui peut marcher. J'actionne vraiment cette idée pour la concrétiser. » Et ensuite, ça va forcément déboucher sur une augmentation de revenus. Alors après, peut-être qu'au début, ce ne sera pas des sommes folles, ce sera peut-être 200, 300, 400, 500 € par mois en plus, mais c'est déjà hyper bien. Et de toute façon, si vous êtes capable aujourd'hui de vivre avec les revenus que vous avez, si vous augmentez ces revenus, vous pourrez les réinvestir quasiment totalement sur de la bourse, sur de l'immobilier, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre train de vie pour l'instant. Vous arrivez très bien à vivre comme ça. Nous, c'est ce qu'on fait avec ma compagne. On se sent très bien dans notre vie actuelle. Donc, tout le cash flow qu'on a, on l'investit en bourse. Donc voilà, c'était vraiment le point que je voulais faire avec vous. Mais vraiment, gardez en tête cette mentalité d'avoir un objectif élevé qui passe forcément par actionner le levier de l'augmentation des revenus et à force d'avoir ça en tête, vous allez laisser infuser certaines idées et au bout d'un moment, je suis persuadé que vous allez trouver quelque chose qui va fonctionner et qui va vraiment vous permettre d'augmenter vos revenus, d'augmenter vos investissements et donc de lancer ce fameux effet boule de neige. Troisième point de cette vidéo, le concept qu'on pourrait appeler le concept des mini-retraites. Ça, c'est pour reprendre le terme utilisé par Timothy Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures que vous connaissez certainement. C'est vraiment pour montrer à quel point à un moment donné, il faut savoir faire une pause, sortir la tête du guidon parce qu'on ne peut pas être toujours à fond. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ouais, il faut toujours charbonner, charbonner, charbonner. » Ouais, mais au bout d'un moment, vous allez forcément être à une charge mentale trop importante et vous risquez presque de tout abandonner ou vous risquez de vraiment ne plus avoir les idées claires, ce qui va avoir des conséquences par la suite. Je vous redonne mon exemple personnel. Il y a quelques mois, lorsque j'étais monté à 2 vidéos par semaine, j'étais mal organisé en fait. Donc j'avais les vidéos à tourner, j'avais aussi donc mon travail, la vie de famille, la maison à gérer, le jardin. En plus, on a un jardin de plus de 1000 m², donc il y a forcément plein de choses à faire dedans. Et j'ai senti que la charge mentale devenait trop importante. Donc c'est pour ça que j'ai pris à un moment donné la décision de redescendre à 1 vidéo par semaine pour être capable de souffler un petit peu. Si vous avez remarqué, je suis remonté à 2 vidéos par semaine parce que je trouve que c'est un rythme qui me challenge bien, je trouve que ça me motive bien, mais sauf que cette fois-ci, j'ai vraiment travaillé à cette organisation pour être capable de moins avoir de pression. Donc déjà, ça m'a fait du bien de faire cette mini pause, de relâcher un petit peu la pression. Ça m'a permis de réfléchir en me disant « Ok, comment tu dois t'organiser pour être capable de repartir à 2 vidéos par semaine sans avoir à nouveau cette charge mentale qui est trop importante ?» Donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant à chaque fois que je sors le matériel pour faire des vidéos, j'en fais 2 voire 3, ce qui me fait un stock d'avance, ce qui fait que j'ai au moins 1, 2 ou 3 semaines d'avance sur les vidéos. Ça permet d'avoir moins de pression parce qu'on n'est pas en mode attention, on est déjà mardi, il y a une vidéo qui sort demain, je ne l'ai pas tournée, il faut vraiment que je me dépêche de la tourner. Forcément, ce n'est pas une très bonne façon de travailler. Et en plus, quand on va partir en vacances dans les prochaines semaines, j'ai fait en sorte d'avoir le stock de vidéos d'avance pour ne plus avoir de vidéos à tourner pendant les vacances. Alors peut-être que j'en tournerai 1 ou 2 pour vraiment vous montrer un petit peu le lieu de vacances dans lequel on va aller parce que c'est aussi ce qui explique pourquoi j'ai fait tous ces efforts parce qu'il y a notamment un endroit où on va aller, je ferai une vidéo, ça c'est obligatoire et vous allez vite comprendre pourquoi c'est ça qui me motive et ce qui me permet de garder à chaque fois le cap pour vraiment accepter certains sacrifices et certains efforts à accomplir. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais voir avec vous. C'est parfois accepter de faire
une petite pause parce que quand on a le naturel de quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant, c'est compliqué en fait de faire des pauses. Moi, le premier, parfois, je suis obligé de me forcer à me dire, ok, lève le pied, arrête de bosser pendant peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être même 3 semaines, parce que tu sens que tu as besoin de relâcher un petit peu la pression. Et de toute façon, il faut aussi accepter que parfois, en prenant 1 ou 2 semaines de repos total, vous allez laisser infuser certaines idées parce que vous allez être au calme, vous allez être serein et vraiment ces idées vont plus, vont plus devenir concrètes, vous allez avoir les idées plus claires et vraiment vous allez revenir encore plus fort à la fin de cette période de repos, ça j'en suis persuadé. Donc vraiment je vous incite à le faire, si ce n'est pas votre comportement naturel, je vous incite à vous botter les fesses pour accepter de prendre du repos. Je sais que parfois c'est compliqué mais sincèrement vous allez être fier de vous déjà d'avoir su prendre du repos. Et ensuite, vous allez être surpris ou surprise de voir à quel point les idées vont être beaucoup plus claires et à quel point vous allez peut-être même avoir de nouvelles idées et vraiment être capable de revenir encore plus motivé dans le jeu de l'investissement ou de la création de business au bout de quelques semaines de repos. Et enfin, 4e point de cette vidéo, là, ça va être un petit peu mon moment confession intime parce que je vais vous parler un petit peu de ma santé physique parce que en juillet 2020, j'ai eu une grosse hernie discale, donc ça a duré un certain temps. Et en plus, j'ai eu un problème au niveau de la jambe gauche parce qu'il y a eu un déficit moteur parce que le disque intervertébral était sorti, donc ça a appuyé sur une racine nerveuse, la racine S1, donc qui passe sur tout l'arrière de la jambe. Et pendant un certain temps, je n'arrivais plus à me mettre sur la pointe des pieds en fait. J'arrivais plus à mettre sur la pointe des pieds, surtout du côté gauche. Donc là, ça commence un petit peu à revenir, mais ça fait déjà 1 an. Et ça, c'était une première alerte. Et là, je vais tout vous expliquer, il y a quelques semaines, même pas il y a quelques semaines, c'était il y a 2 semaines, donc mercredi il y a 2 semaines, j'étais en train de tourner une vidéo. Au bout d'un moment, donc j'arrête la caméra parce que j'étais à la fin de la vidéo. Donc je commençais à préparer la deuxième. Donc j'ai mon bureau qui est ici. Je passe sur le côté pour me remettre sur ma chaise. Je fais un mouvement un petit peu bizarre où j'étais un petit peu penché et j'essaye de ramasser un objet au sol. À ce moment-là, mon genou part sur le côté, j'entends un gros claquement. Et c'est un claquement que j'entendais déjà depuis quelques mois. Et à chaque fois, ça se remettait. Donc ça faisait clac, clac, ça se remettait. On sentait vraiment un truc qui bougeait et qui se remettait. Et en fait, là, ça a claqué et c'est pas revenu. Donc je suis resté bloqué, impossible de tendre la jambe. Et j'ai commencé vraiment à flipper un petit peu parce que je sentais que c'était un petit peu compliqué au niveau de la jambe. Et en fait, je suis passé, moi je ne vais pas vous raconter l'histoire des urgences parce qu'en plus j'ai été un petit peu, voire beaucoup déçu. Bref, j'ai après eu une ordonnance pour passer une IRM. Donc on a vu que le ménisque était atteint. Donc je suis allé voir un chirurgien que ma belle-mère connaît très bien parce qu'elle a travaillé pour lui longtemps. Et j'ai eu une arthroscopie du genou hier avec anesthésie du bas du corps. Donc ça déjà c'est une sensation hyper particulière de ne plus être maître de son bas du corps. Je vous avoue, et j'ai pas peur de le dire, que parfois j'étais presque à 2 doigts de faire j'étais un peu paniqué en fait parce que j'ai pas du tout aimé cette sensation de ne plus sentir mon bas du corps. Et voilà, c'était cette arthroscopie. Donc là, on est le lendemain. Donc là, j'arrive déjà à un peu mieux marcher, mais je sais qu'il va falloir que je fasse attention. Là, pendant 15 jours, j'ai des fils, donc je ne peux pas me baigner. Donc ça, c'est un peu dommage parce que quand on part en vacances et qu'on ne peut pas se baigner, c'est hyper frustrant. Ensuite, je vais avoir de la rééducation. Donc bref, je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail, mais en fait, ça prouve qu'il faut faire attention à son corps. J'ai peut-être été trop négligent à certains moments. Peut-être qu'au moment où j'ai eu ma hernie discale, j'avais tendance à en faire trop parce que j'avais fait énormément de jardin avec du motoculteur tous les jours. Je courais énormément avec des sorties, des fois jusqu'à 2 heures de course à pied à 11 km/h, 11,5 avec un de mes collègues. Et peut-être que j'en ai fait trop à ce moment-là. J'ai pas été assez vigilant sur certaines postures. En plus, j'ai tendance à faire des gestes un peu brusques. Ma compagne, elle se moque de moi parce que je me cogne toujours partout. Je me cogne la rotule, je me cogne la cheville, je me cogne les coudes, je me cogne les épaules dès que je passe à côté d'une porte. Je fais pas attention en fait, je suis un peu nerveux sur les bords. Donc ça, c'est vraiment des signaux d'alerte pour comprendre à un moment donné qu'il faut faire attention à son corps parce que c'est le véhicule qui vous permet d'avancer en fait. Parce que si vous avez des objectifs élevés, mais qu'à côté de ça, vous mangez mal, vous dormez mal, vous avez tendance à maltraiter votre corps, forcément, à un moment donné, vous allez en payer les conséquences. Et après, ça rejaillit surtout, parce que quand on commence à être moins bien au niveau de la santé physique, parce qu'on est blessé, parce qu'on est en période de convalescence, ça a tendance à rejaillir sur le moral. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai eu mon hernie discale, en fait, ça a été très dur au niveau psychologique, surtout parce que je sortais d'une période où je faisais énormément de courses à pied. Je ne me suis jamais senti aussi bien au niveau physique. Je faisais des performances que je ne faisais même pas quand j'avais 20 ans. Et c'est arrivé d'un seul coup. Et là, du jour au lendemain, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que déjà, j'avais une douleur atroce dans le dos. Je ne pouvais plus très bien marcher.
je sentais que ma jambe gauche, elle était vraiment atteinte. Donc là, ça devenait très compliqué au niveau mental. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, c'est des moments où il faut aussi relever la tête du guidon, se reposer les bonnes questions et se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? Peut-être que je dois changer mon alimentation, peut-être que je dois boire plus d'eau, peut-être que je dois dormir plus tôt le soir, peut-être que je dois aussi faire moins d'écran parce que forcément, ça rejaillit sur le sommeil. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions parce que forcément, quand on a, là on va parler juste des objectifs financiers, quand on a des objectifs financiers élevés, ça implique de voir la durée parce que ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Donc si vous voulez être capable de tenir sur la durée, il faut avoir une santé physique au bénéfice de la santé psychologique parce que tout marche ensemble. Donc c'est vraiment très très important de faire attention à votre corps. Donc ça, c'était ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Donc c'était un petit peu le moment confession intime. Je vous ai expliqué un petit peu les problèmes de santé que j'ai. Alors après, voilà, je sais qu'il y a toujours pire dans la vie, mais c'est vrai que là, au niveau de l'arthroscopie, c'était assez particulier. Moi, j'avais demandé juste le bas du corps en anesthésie parce que je voulais regarder à l'écran le chirurgien qui était en train de travailler dans mon genou. Donc c'était bien, hein, j'étais allongé, je regardais, il m'expliquait, ouais, donc là, on est en train de rentrer dans le genou. Là, vous voyez, c'est votre rotule. Là, c'est votre ménisque. Là, on va faire une incision. Donc après, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je voulais regarder. Il y a certaines personnes qui me prennent pour un fou pour ça. Mais voilà, on est comme on est. Donc, c'était les différents sujets que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, ce nouvel épisode des Ambitieux du dimanche. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous avez certaines questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez que je traite dans d'autres épisodes des Ambitieux du dimanche? On va essayer de se faire ça un petit peu plus régulièrement. Dites-moi aussi si vous avez eu tendance parfois à avoir cette charge mentale un peu trop importante et que vous avez senti à ce moment-là qu'il fallait vraiment lever le pied. Dites-moi si vous avez du mal à lever le pied parce qu'à l'inverse, vous êtes quelqu'un qui adore foncer de l'avant. Donc dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez par rapport à ça. Dites-moi par rapport à l'immobilier si vous n'avez pas encore franchi le pas d'acheter un premier appartement ou d'acheter une maison, peu importe si c'est résidence principale ou si c'est pour de l'investissement locatif. Dites-moi quelles sont vos questions de purs débutants. Il n'y a pas de jugement à avoir. On est tous passés par ce stade-là. C'est important de savoir poser des questions, de ne pas avoir peur d'exposer certaines craintes qu'on a pour vraiment avoir des personnes qui nous répondent de la façon la plus précise possible. Donc dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.